le cours. D'accord? C'est parti. Très bien. Alors, donc, prochain paragraphe. Une fois qu'on a compris que c'est mieux, à Rezé Meshoubar, c'est mieux de raconter la sortie d'Égypte. Donc, plus on en parle, mieux c'est. Donc, la Haggadah, maintenant, elle va nous raconter une histoire et elle va nous, petite anecdote de quelques lignes, qui va illustrer, qui va expliquer pourquoi c'est mieux de raconter la sortie d'Égypte. De pas juste en parler en faisant une avadim aïnou, en racontant un petit texte de 8 lignes, mais de raconter beaucoup, de passer des heures et des heures en récitant la Haggadah, en parlant de la sortie d'Égypte. Parce que c'est la mitzvah du soir. Il y a la mitzvah de la matzah, c'est une mitzvah minatora, et on a tendance à oublier la mitzvah de la Haggadah, c'est une mitzvah de la Torah. Donc arrive Maaseh Berabi Eliezer, et là ça devient très important. Écoutez bien les amis, c'est magnifique. On va illustrer pourquoi c'est important de raconter beaucoup la sortie d'Égypte, donc je vais vous lire le texte d'après, et vous comprendrez maintenant le lien avec avant. Chaque année, ce que je vous dis maintenant, bon, peut-être vous l'avez compris depuis des années, mais souvent on lit, on ne comprend pas quel rapport maintenant, quel rapport à Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, etc. Quel rapport avec le passage d'avant. Pourquoi on lit ça en fait? Quel rapport avec le sujet de la Haggadah? Maintenant, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Et vous comprendrez même le nom des personnages, pourquoi ces noms-là, ils apparaissent et pas d'autres. Donc, il y a une histoire. La Haggadah, elle commence. Donc, après avoir récité le concentré de la Haggadah, on va développer. Il y a une histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, 3, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Ayoum et Soubin Bibne Brak, ils étaient accoudés, ils étaient en train de faire ensemble, ils étaient allongés sur leur lit, en train de manger, en train de Benebrak. Ils étaient Messoubin. Rappelez-vous, dans le cours d'avant, je vous ai dit qu'à l'époque, à l'origine, tout le monde était accoudé quand il mangeait. Donc c'est pourquoi la quatrième question de pourquoi ce soir nous mangeons accoudés, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il parlait du Korban Pessar. Donc cette quatrième question, elle est venue après. Donc ils étaient accoudés à Benebrak. Ve'ayoum et sa prime et Tziat Mitzrayim, il racontait la sortie d'Égypte. Koloto alayla toute cette nuit. Koloto alayla toute cette nuit. Ad Shebaou Talmidem, jusqu'à que leurs élèves sont venus, Ve'amrou lahem, ils leur ont dit, ouvrez de guillemets, rabotez-nous, nos maîtres, et Giyazman Kriat Shema Harit, et est arrivé le temps de Shema du matin, on doit faire le schéma du matin, fermez les guillemets. Fin de l'histoire. Apparemment, ici, on nous raconte cette histoire pour nous dire que voilà des grands sages, qui sont Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, ces 5 grands personnages, qui eux, ce sont des Chachamim, des Nevonim et des Yodim et de la Torah. Voilà des gens qui connaissent parfaitement la Torah, et pourtant, ils sont là en train de raconter Ayoum et sa prime. Ils racontaient la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à que leurs élèves viennent et doivent leur dire, maître, c'est arrivé le temps du schéma. La vérité, c'est que la suite de l'histoire, c'est qu'ils avaient une question. Est-ce qu'ils devaient privilégier le récit de la sortie d'Égypte ou le schéma? Et en fin de compte, on va leur répondre à leurs questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ça illustre que voilà est arrivé le matin, l'aube pratiquement, et ils étaient encore en train de parler de la sortie d'Égypte. Donc voilà des grands sages qui sont ensemble et ils se contentent pas de dire bon nous on connaît déjà le récit de la sortie d'Égypte, on n'en parle pas, ça fait déjà des années qu'on en parle. Non, on est encore là en train d'en parler. Il est important de savoir historiquement que Rabbi Akiva, c'est très important ce que je vais vous dire, c'était l'élève de tous les personnages pratiquement qui sont là, qui sont Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenus, pour ceux qui ont étudié en Pirkei Avot son personnage, je vous parlerai après de lui qui il était, et c'était l'élève aussi de Rabbi Yoshua, et on nous précise qu'ils étaient à Bnei Brak. Pourquoi on nous précise qu'ils étaient à Bnei Brak? Parce que si jamais on ne nous avait pas dit ça, on aurait eu une question. Comment c'est possible que Rabbi Akiva s'accoude devant ses maîtres? Rabbi Eliezer, c'est son maître. Rabbi Yoshua, c'est son maître. De quoi tu t'accoudes? Tu fais le beau devant ton maître? On ne fait pas une chose pareille. C'est tes maîtres. Tu te tiens droit. Il y a de la crotte concernant tes maîtres. On doit avoir une tenue. Donc, comment c'est possible ici que la tenue, c'est il s'est accoudé? La réponse, c'est qu'ils étaient à Bnei Brak. Et Bnei Brak, c'était le fief, à l'époque, le fief de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était le maître, le rav à Bnei Brak. Et la même halakha a dit que si tu accueilles tes rabbins chez toi à domicile, ça te donne un droit, c'est que tu peux t'accouder et te mettre au même niveau qu'eux, même si c'est tes maîtres. Parenthèse fermée. Si vous avez une question, les amis, n'hésitez pas à m'arrêter parce que c'est vrai que c'est bien un monologue, c'est pratique, mais parfois c'est vrai qu'à la Sina Shabbat, ça vit un petit peu plus, c'est normal. Donc n'hésitez pas, il y a une manière, je ne sais pas, Gégé vous l'expliquera peut-être après, il y a une manière comment mettre un pouce ou une manière pour faire parler, et puis moi je peux activer pour si vous avez des questions En sur le fait, sujet. c'est simple. Vous avez un bouton en bas à droite, que ce soit sur votre smartphone ou sur l'ordinateur. Et donc, vous voyez, c'est un petit pouce. Donc, je clique dessus et vous voyez sur l'image un pouce apparaître. À ce moment-là, on va savoir que vous voulez poser des questions. Voilà, tout simplement. Excuse-moi. Continue. Alors, avançons.
Donc maintenant, on va essayer d'expliquer toute cette histoire. C'est qui ces personnages? Pourquoi on a besoin de nous raconter cette histoire? Oui, il y a Torah Zoom. Ah non, voilà, c'est voilà, il nous a montré un exemple avec le pouce comme ça. Donc vous avez compris maintenant, l'objectif ici de cette petite histoire, c'est de nous raconter qu'ils étaient accoudés et que, voilà, qu'ils ne se sont pas contentés de dire on connaît, mais ils ont eu besoin d'étudier, ils en ont parlé des heures. C'est important aussi de remarquer dans cette histoire qu'ils n'étaient pas à la synagogue. Ils n'étaient pas à la synagogue. Ils étaient chez eux à la maison en train d'étudier. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Ben, ça change beaucoup de choses. À la synagogue, toute l'année, on fait des cours. Et toute l'année, à la synagogue, on parle de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, tous les jours, quand on met les téphilines, on fait les tzitzit, la paracha des tzitzit, et de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Or là, le soir de Pessah, c'est une mitzvah différente qu'on a durant toute l'année. Toute l'année, c'est une mitzvah de raconter, mais là, c'est une mitzvah supplémentaire. La mitzvah, elle est d'être marbé, de raconter énormément. Et donc, ça explique pourquoi ils ne sont pas juste à la synagogue en train de faire une dracha comme ils avaient l'habitude de faire ensemble entre rabbins, mais ils étaient chez eux à la maison, à domicile. Donc, ils étaient chez eux dans une maison. Le Abarbanel, juste pour info, il précise, il dit que c'est important de retenir que, bien sûr, ils ont fait déjà tout le seder de Pessah. Ils ont mangé la matzah, ils ont fini leur repas, et c'est après qu'ils ont continué, ils ont fait le after, et ils ont continué à raconter la sortie d'Égypte jusqu'à l'aube. Parce que tu ne peux pas dire que c'était juste en plus comme ça. Non, c'est pas pendant le seder qu'on a l'habitude de faire. Ils ont fait leur seder, et après ils se sont réunis, et ils ont continué à en parler, le after. Alors, c'était qui Rabbi Eliezer? Et là, ça va devenir très intéressant. Parce que dans cette petite histoire, il y a beaucoup d'enseignements qui sont en rapport avec le sujet de base, qui est parlons beaucoup à Rezé Meshoubar. C'est important de parler beaucoup de la sortie d'Égypte. Donc, rappelez-vous, c'est l'objectif. Donc, dans cette petite histoire, on va trouver cet objectif qui va être atteint. Parce qu'on a 5 personnages. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer ben Urkenus, bien sûr, c'est un Tana, il fait partie de la génération des Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah, mais la deuxième génération des Tanaïm. Lui, c'était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et vous savez, bon, vous avez entendu parler de Yochanan ben Zakkai, c'est celui qui a quitté Jérusalem quand c'était le siège avec les Romains, et il a dû quitter, et bien sûr, il a dû quitter avec son maître Yochanan ben Zakkai quand il était enfant, ce Eliezer ben Urkenus. Eliezer était enfant, donc c'était déjà un génie, mais malheureusement, bon, il n'avait pas la capacité d'étudier parce qu'il travaillait dans les champs avec son père, etc. Bon, c'était un ignare, ce qu'on dirait aujourd'hui un ignare, et il a décidé d'étudier la Torah, il a dû s'enfuir du travail avec son père. Il est parti chez Rabbi Yochanan ben Zakkai très jeune pour étudier là-bas. Et après la destruction du temple, c'est lui qui a suivi Yochanan ben Zakkai pour sauver la ville de Yavne, pour étudier là-bas et pour créer une maison d'études, pour créer l'avenir du peuple juif pendant cette période-là. Donc lui, ce Rabbi Eliezer, c'est quelqu'un de très important. Pourquoi on nous parle de lui ici à cet endroit-là? Pas seulement parce que c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maître en l'autre, c'était un maître dans le judaïsme, même le maître de Rabbi Akiva. Tout le monde connaît Rabbi Akiva, et Rabbi Eliezer, ça a été son propre maître. Mais à part ça, il a un enseignement important, ce Eliezer ben Urkenus. Qu'est-ce qu'il a de si important? On dit, c'est que lui, c'était un Lévi. C'était un Lévi, la tribu de Lévi. C'était donc, comme vous connaissez, le Lévi qui monte à la Torah, de la tribu. Et donc, on nous apprend, regarde lui, c'est un Lévi. Est-ce que Eliezer ben Urkenus, est-ce que sa tribu ont été esclaves en Égypte? Non. Tout le monde sait. Eliezer ben Urkenus, c'est un descendant des Lévi'im, de Aaron et de Moshe, qui eux-mêmes, la tribu de Lévi, ils étaient pépères en Égypte. Comme c'est les seuls, parmi tous les Bnei Israël, qui ont étudié la Torah, qui sont restés fidèles aux enseignements de leurs parents, donc de Yaakov, on dit c'est les seuls que par mérite, ils n'ont pas été esclaves en Égypte. Ils ont eu cet honneur de ne pas être esclaves en Égypte pendant que tous leurs frères étaient esclaves. Ils ont continué à être comme des prêtres aux yeux des Égyptiens, des érudits qui doivent étudier, qui doivent se concentrer. Et donc ce Eliezer ben Urkenus, qui est un descendant des Lévi'im, qui n'a pas été esclave en Égypte, et bien ce Eliezer ben Urkenus, c'est lui qu'on est en train de nous dire. Sachez que même lui, qui probablement ses ancêtres n'ont pas été esclaves en Égypte, pourtant, lui-même, il parlait de la sortie d'Égypte comme si qu'il l'a vécu, comme si qu'il a souffert. Il s'est joint au peuple alors qu'il ne faisait pas partie à l'origine de ce fameux peuple, puisqu'il n'a pas été esclave. Il a été un privilégié, qu'on dirait. Yehoshua, c'est pareil. Yehoshua aussi, c'est un Lévi. Yehoshua aussi, c'était un élève de Yochanan ben Zakkai. Et donc, ces deux-là, c'était des Lévim. On a le troisième, c'est Elazar ben Azaria. Alors lui, on en reparlera après. Vous comprenez un peu le lien qu'il y a avec le sujet d'après. Elazar ben Azaria, lui, c'est un Tana de troisième génération. Il y a eu 5 générations de Tanaïm, et Elazar ben Azaria, c'est la 3e génération. Et lui, c'était aussi un élève, mais lui, pour le coup, c'était un élève de Yochanan ben Zakkai, mais qui a bien, quand Yochanan ben Zakkai était déjà vieux. D'accord? Et lui, Elazar ben Azaria, il finira un chef, un Av Beddin. Ça veut dire le chef du Beddin à l'époque, donc le
le président, le patron des 70 sages, ça va vraiment être le leader du Sanhédrin plus tard. Et Elazar ben Azaria, il a une particularité. Sa particularité, lui, c'est que c'est un chef. C'est un chef, un leader. Et malgré son leadership, on dit qu'il était quand même là en train de parler de la sortie d'Égypte. Et il n'a pas dit, mais non, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un génie en Torah, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, et malgré son génie, malgré son intelligence, malgré son leadership, il a quand même été là en train d'étudier pour participer. Et il faut savoir aussi, un point très important concernant Rabbi Elazar ben Azaria, c'est qu'il était aussi très jeune, il était jeune parmi tous ses chefs, parmi tous ses contemporains. Et lui, on a aussi une certaine jeunesse, une certaine fraîcheur qui est présente ce jour-là, dans cette réunion. Et lui, bien sûr, c'est celui qui va étudier, qui va parler, qui va raconter jusqu'à l'aube la sortie d'Égypte. Pas de questions, les amis? Je vois pas de doigts. Rabbi Elazar ben Azaria, il avait aussi une particularité avec Rabbi Tarfon, figurez-vous. Donc c'est la même génération. Et Rabbi Elazar ben Azaria, c'était pas un Lévi pour le coup, c'était un Cohen. Mais vous avez compris, si c'était un Cohen, Rabbi Elazar ben Azaria, donc il montait à la Torah comme Cohen, c'est lui aussi c'était un descendant des Lévim, parce que les Kohanim c'est une branche des Lévim. Donc Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon, ce sont des Kohanim. Donc on a des Kohanim, on a des Lévim, tous ceux qui n'ont pas servi comme esclaves, parce que ce n'étaient pas des esclaves en Égypte, et pourtant ils sont marbés. Ils parlent beaucoup de la sortie d'Égypte, et ils sont là jusqu'à l'aube en train d'en parler. Vous vous rappellerez, pour un petit mémo technique, Kol à marbé les sapers, tout celui qui rajoute, qui parle beaucoup. Kol, c'est les Rachetevot, Kohanim, Lévim. Ici, pas seulement les simples esclaves doivent en parler, mais tous, même ceux qui sont Kohanim, Lévim, ils doivent parler de la sortie d'Égypte. Ce soir-là. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva dans la bande? Rabbi Akiva, le fameux Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, lui, alors retenez bien, on nous parle bien sûr de son leadership, de sa grandeur. Le grand Rabbi Akiva que vous avez connu, c'était un simple berger, un simple juif, un ignare comme l'autre d'ailleurs, et les Abanor, jusqu'à ses 40 ans. Il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, vous connaissez l'histoire qu'on raconte souvent à l'Agba Omer. Il est marié avec la fille d'un type immensément riche, et pourtant, son père il n'a pas voulu, donc la fille elle est partie avec Rabbi Akiva, et le père il n'a pas aidé Rabbi Akiva, donc ils ont vécu comme des miséreux pendant très longtemps. Et Rabbi Akiva, il a commencé à étudier la Torah, il fait partie des élèves justement de Eliezer et Rabbi Yoshua et Rabbi Tarfon. Et Rabbi Akiva c'était le dernier de la bande. Rabbi Akiva c'était l'élève de tout le monde. Il n'avait rien d'extraordinaire. Plus tard, ça deviendra un grand. Mais pour l'instant, c'est l'élève de ceux-là. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient à Bnei Brak. Parce que c'est pour ça que Rabbi Akiva, il s'est autorisé à s'accouder. Parce que justement, il était chez lui à la maison. Sinon, il ne se serait pas autorisé à s'accouder devant ses maîtres. Mais Rabbi Akiva, il avait quelque chose. Et qu'ici, dans cette anecdote, elle est très importante parce qu'il a une particularité, ce Rabbi Akiva, que personne n'a. Alors, bien sûr, c'est celui qui était capable d'expliquer toutes les lettres de la Torah, tous les tagim qu'il y a dans chaque lettre de la Torah. Mais Rabbi Akiva, vous savez ce qu'il avait? C'était un fils de converti. Rabbi Akiva, la Gemara Sanhédrin, elle nous dit que c'était un converti. Son père, c'était un converti. Et du fait que son père soit un converti, on aurait pu dire, mais toi, Akiva, tu vas pas nous raconter la sortie d'Égypte, tu n'y étais pas. Tes parents n'y étaient pas. Tes arrière-grands-parents n'y étaient pas. Qu'est-ce que tu vas nous parler maintenant de la sortie d'Égypte? Ok, tu es un génie, tu es un juif comme nous, mais commence pas à faire cette mitzvah de parler énormément de la sortie d'Égypte, c'est pas ton truc. Alors on te dit pas du tout. On te dit même Rabbi Akiva qui était un fils de converti, même lui il en parlait, même lui en tant que leadership, etc., etc. Il a fait partie de la bande des gens qui continuent à parler. Et pas qui parlaient énormément de la sortie d'Égypte. Donc maintenant on a compris cette petite anecdote qui apparemment elle a l'air anodine, et pourtant, on retrouve ici tous les éléments du sujet d'avant qui est Kol. On doit en parler à Rezé Meshoubar, c'est mieux. Donc on a des chefs, on a des Kohanim, on a des Lévim, on a des fils de convertis, tous des grands chefs, et pourtant ils en ont parlé beaucoup jusqu'à l'aube. Tout est clair. Alors, maintenant, on est sur le sujet de Bnei Brak. Donc, pour tout à fait franc, il y en a qui disent que c'était Bnei Brak, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'autres, entre autres, le Abarbanel, il dit qu'ils n'étaient pas à Bnei Brak ce jour-là. Le Abarbanel, je vous avais raconté l'année dernière, pour ceux qui avaient étudié avec moi, on dit, il y a des trucs qui disent Bnei Brak, c'est-à-dire les élèves, c'était les élèves qui étaient Brak. Brak, c'est une expression pour dire Mavrik, c'est les meilleurs élèves, les leaders, ceux qui brillent. Il dit, quand on parle ici à Bnei Brak, ce n'est pas le nom d'un endroit, c'est qui était là. C'était des Bnei Brak, c'était des Talmidim, des élèves qui étaient Brak, qui brillaient par leur étude, par leur connaissance, ils étaient tous réunis ensemble. Bnei Brak,
c'est la gematria de 364. Il y a mon ami Philippe Assued qui est là, que j'aime beaucoup parce que vous savez que c'est un monstre. Et il va le confirmer. Bnei Brak, c'est la gematria de 364. Donc ici, il dit le Sefer Re'ar Dodadim, ça fait 364, ça montre les 364 jours de l'année. Même si durant les 364 jours de l'année, on a une manière comment parler de la sortie d'Égypte, même si pendant les 364 jours de l'année, on a une manière comment se rappeler de cette sortie d'Égypte, il dit cette soirée-là, elle doit être différente. Ce 1 des 364 doit être différent des autres au sens où on doit arriver avec humilité. On doit sentir cette asservie, même si on n'est pas, même si on est encore libéré aujourd'hui. Quand on fait, quand on vit, quand on est en train d'être pendant la sortie d'Égypte, on en a parlé, alors on doit la vivre et on doit se sentir humble. On doit sentir qu'on est esclave et qu'au fur et à mesure de la Haggadah, on va être libéré. Donc on est encore esclave. Toute l'année, on est libre. 364 jours dans l'année. Arrive la sortie d'Égypte, arrive, pardonnez-moi, le Seder de Pessah, alors là, on doit être c'est-à-dire, on doit être ce jour-là où on doit se sentir justement esclave. Et au fur et à mesure, on se libérera. Donc, prendre la Haggadah, au début, en tout cas, avec humilité. Vous savez que concernant ces personnages, je n'ai pas eu le temps de vous en parler beaucoup parce qu'il ne nous reste plus tellement de temps, malheureusement, en une demi-heure, et j'avais impérativement envie de finir tout le sujet ici. Rabbi Eliezer ben Orkenous, il a laissé tout l'argent. Rabbi Akiva aussi. Rabbi Yoshua, on dit lui, c'était pas juste un type qui a laissé son argent pour aller apprendre la Torah. Rabbi Yoshua, c'est celui qui est sa mère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. La mère, pour que ce Rabbi Yoshua il devienne le grand Rabbi Yoshua, quand il était déjà petit, elle venait avec son petit nourrisson allaiter son fils près des murs de la synagogue pour que l'enfant soit imprégné de paroles de Torah. En fait, je dis synagogue, c'était plutôt maison d'études, Beth Midrash à l'époque, pour que le Yoshua il soit imprégné d'études dès le nourrisson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bébé, il a eu ça dans le biberon, comme on dit, dans le berceau. Donc c'est exactement ça. Et Elazar ben Azaria, comme on verra après, lui, il a une particularité, c'est que vraiment c'était un génie qui est devenu le plus jeune leadership à 18 ans. Alors maintenant qu'on a compris tous ces personnages qui étaient là, qui ont été marbés, qui eux-mêmes, oui, qui parlent de la sortie, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. 364, c'est à Satan, Philippe, ça qui rajoute. Oui, bon, très bien. Et alors c'est un problème si c'est à Satan? Bon, alors continuons. Continuons les amis. On est sur le sujet maintenant ici. Donc tous ces personnages qui sont réunis, Rabbi Eliezer ben Azaria, etc. Et eux-mêmes ils ont été marbés, ils ont raconté beaucoup, chacun avec sa particularité. Maintenant que vous avez compris ça, on va comprendre la suite. Bon, pour les puristes, il y a écrit Kol Oto à Laïla, ils en ont parlé toute cette nuit, Oto. Alors il y en a qui disent il y a un problème, encore une fois, entre Oto. Oto, normalement c'est masculin et Laïla c'est féminin. Alors, bon, c'est rapporté dans le Sefer Haggadah, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. C'est une Haggadah très attention, c'est Eliyahu Kitov. La Haggadah de Eliyahu Kitov, il dit Oto, Laïla, c'est quoi Oto? Oto, c'est masculin, parce que la première partie de la nuit, on appelle ça l'aile, la nuit. Et après la deuxième partie de la nuit, c'est Laïla. Donc jusqu'à la Khatot, la moitié de la nuit, c'est Leil, au féminin, au masculin. Et après, ça devient Laïla, au masculin. Donc on dit Koloto à Laïla. Depuis la première partie de la nuit, au masculin, Oto, ils étaient encore en début de nuit, jusqu'à Laïla, la fin de la nuit, ils en ont parlé. Donc Leil, quand vous retenez en hébreu Leil, c'est masculin, c'est la première partie de la nuit jusqu'à Khatzot. Laïla, c'est la deuxième partie jusqu'à la fin de la nuit. Donc on te dit Koloto à Laïla. Ils étaient depuis le début et jusqu'à Laïla, la 7 nuit, the nuit, ils en ont parlé toute la nuit de la sortie d'Égypte pour montrer l'importance de cette Haggadah, de raconter, de parler et de ne pas accélérer. Si vous déjà tirez un enseignement intéressant, il ne faut jamais zapper la Haggadah. Retenez que c'est aussi important que manger de la matzah. Donc quand vous faites, quand vous lisez, quand vous allez traduire cette Haggadah, si vous ne connaissez pas la traduction, traduisez-la, prenez votre temps, parlez-en. S'il y a un enfant qui pose une question, faites-le intervenir, parlez-lui, discutez, mais parlez beaucoup de la sortie d'Égypte. Bien sûr, on est maintenant… je suis obligé d'accélérer, on va passer au sujet d'après, mais ce n'est pas le sujet d'après en fait. Vous avez toujours votre Haggadah sous les yeux. Vous allez dire donc mercredi soir, Amar Elazar ben Azaria. On revient bizarrement à ce Elazar ben Azaria. Elazar ben Azaria dit Areani Keven Shivim Shana. Je traduis au départ, j'en ai pour 5 ou 6 lignes, je vais vous traduire, au moins vous aurez la traduction. Voici, je suis comme âgé de 70 ans. Velo Zachiti Shete Amer Yetziat Mitzrayim. Je n'ai pas mérité que soit dit
la sortie d'Égypte, Balélot, dans la nuit. Ça veut dire, je n'ai pas mérité qu'on m'explique, que je comprenne que la sortie d'Égypte, on a une mitzvah d'en parler la nuit. Parce que là, il fait nuit. Le Seder, on le fait la nuit. Donc il dit, moi je sais depuis toujours, tout le peuple juif sait qu'on doit parler de la sortie, remercier Hachem de la sortie d'Égypte le jour. Mais la nuit, maintenant il fait nuit. Est-ce qu'on a cette mitzvah encore? Donc il dit, j'ai jamais mérité que soit dit, que ce me soit expliqué à moi la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte la nuit. Ad, et lui il dit, jusqu'à chez Dracha Benzoma, que Benzoma l'a expliqué. Doresh, je vous expliquerai après la subtilité du mot Doresh. On aurait Ad chez ta mère, jusqu'à qu'il en parle, jusqu'à Ad chez Yasbir, je ne sais pas. Le mot Doresh, il prend son sens ici. Pardonnez-moi. Chez Nehemar, comme il dit, voilà ce qu'il m'a dit Benzoma. Vous avez dans votre Agada une phrase que vous allez lire, mais sachez que cette phrase, c'est un pasouk. Le pasouk, il dit Leman tiskor et shom tsetra meret mitzraim, afin que tu te souviennes le jour de ta sortie d'Égypte. Kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Retenez maintenant. Fin du pasouk, fermez les guillemets. Donc c'est toujours Benzoma, Rabbi Elazar ben Azariah, qui dit Benzoma m'a expliqué ce pasouk que je viens de vous citer. Yemechayecha, quand le verset il dit les jours de ta vie, Ayamim, ce sont les jours physiques, quand il fait jour. Et le mot kol, pourquoi la Torah le précise tous les jours de ta vie? C'est une redondance, c'est une répétition. On n'a qu'à dire en français kol yemechayecha, ça ne veut rien dire tous les jours de ta vie. Parle de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie. Les jours, on comprend que les jours de ta vie, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. À chaque fois que tu te lèves le matin, le jour, tu fais ta tefila, tu mets tes tefilines et pourtant tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on met les tefilines, n'est-ce pas, on fait le schéma et on parle des tzitzit. Les tzitzit, il y a se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, tous les jours de notre vie, déjà, on le fait. Yemechayecha, les jours. Pourquoi on précise tout? Le mot kol, Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Rappelez-vous, le mot kol, il fait aussi un petit clin d'œil au kol. Kol Amarbé, les sapers, tout celui qui rajoute et qui parle. Kol Amarbé, le kol, c'est Kohanim et Lévim, tout le peuple juif. Donc, pourquoi kol? Benzoma, il explique, il dit non, cette fois, c'est les lot, les nuits. Pas seulement le jour, on doit se rappeler la sortie d'Égypte, mais même la nuit. Point. Vachachamim omrim. Je finis courage, j'ai encore quelques lignes, je vous traduis. Après, vous comprendrez les subtilités de tout ce texte. Et les sages disent, donc les sages, ils ne sont pas d'accord avec Benzoma. Benzoma, il dit kol, yeme, chayecha, tous les jours de ta vie, c'est les jours. Et le mot kol, il vient t'apprendre tout, ça veut dire même les nuits. Alors les sages Chachamim disent non, Benzoma, c'est pas ça. Yem chayecha, les jours de ta vie, c'est à Olamazé, ce monde-là, le monde physique dans lequel nous sommes. Et le mot kol, yem chayecha, le petit kol que toi tu dis kol, il vient nous apprendre quoi le mot kol? Tout. Yem chayecha, c'est les avilimot à Mashiach, ça vient nous parler que même quand Mashiach il viendra. C'est-à-dire que pas seulement aujourd'hui, en l'an 5780, on parle de la sortie d'Égypte, mais même quand Mashiach il viendra, kol, il vient nous apprendre que même quand Mashiach il viendra, on continuera à parler de la sortie d'Égypte. Magnifique. Donc, tout ce texte que je viens de vous lire, je sais c'était un peu dur si vous n'avez pas l'habitude, mais sachez que tout est lié. Rappelez-vous la Haggadah, depuis le début jusqu'à la fin, il y a comme un petit train avec des wagons, mais tous sont reliés les uns aux autres. Tout à l'heure, on a expliqué, rappelez-vous, l'importance de raconter la sortie d'Égypte, même les Kohanim, même les Lévi, même les gens sages qui sont Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, etc. Alors, ils ont posé une question. Alors, il y a deux liens avec le sujet d'avant. Si je vous demande quel est le premier lien, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Tout à l'heure, on a parlé d'Elazar ben Azariah. Donc, tant qu'à faire, on continue à nous parler d'Elazar ben Azariah. Et pourquoi on nous parle de lui? Pas parce qu'il était le plus beau de tous, ce qui était vrai, mais en plus, on en parle de lui parce qu'il a une particularité. C'est que lui, c'était le chef du Sanhédrin, du Beth-Din, et surtout, il va nous parler de l'importance de Benzoma de parler de la sortie d'Égypte. Donc, ici, on parle du commentaire de Elazar ben Azariah parce que il fait écho à la Haggadah. La Haggadah, c'est de parler de la sortie d'Égypte. Donc la question sous-jacente est pourquoi, en fin de compte, on parle, il fait nuit, en fait, c'est vrai, la nuit, on n'a pas la mitzvah. Réponse, et le hasard, il commence, sachez qu'on a une mitzvah, la nuit. Et donc il répond au texte d'avant. Pourquoi avant on en parlait la nuit? Parce que voilà, il y a écrit Kol Yemei Chayecha. Alors, pour votre culture générale, vous saurez que, bon, c'est une vraie question. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important que vous retenez. Est-ce que, historiquement, le texte que je vous lis là maintenant, avec le texte d'avant, ils ont été ensemble? Je répète. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait plusieurs personnages qui étaient assis ensemble en train de dormir. Accoudés. Désolé. Accoudés en train de parler de la sortie d'Égypte. Jusqu'à que venus les élèves et qui ont dit « Maître, c'est l'heure de faire le schéma du matin. » En d'autres termes, est-ce qu'on doit continuer à parler de la sortie d'Égypte ou faire le schéma du matin? Alors, il y en a qui disent que quand ici intervient Elazar ben Azariah et il leur raconte, c'est-à-dire je suis comme quelqu'un de 70 ans et on ne m'a pas expliqué nanana, il y en a qui disent que c'est une réponse. Ce jour-là, il s'est levé, Elazar, il leur a répondu à ses élèves.
Il y en a qui disent comme ça, que ça s'est passé historiquement à la suite. Qu'Elazar ben Azariah raconte, dit au fait, un jour quand j'étais jeune, on m'a raconté que Ben Zoma, un jour j'étais jeune, j'avais 18 ans, mais j'étais âgé comme 70 ans, et on m'a raconté que Ben Zoma a dit que nanana, qu'il faut en parler même la nuit. Donc c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, que historiquement Elazar, il leur a répondu. C'est pourquoi dans certaines agadas, ouvrez vos oreilles, c'est important, il n'y a pas écrit Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, mais écrit Amar Lahem, il leur a dit. Ça change tout. Il leur a dit Elazar ben Azaria, il faut en parler la nuit. Il faut parler de la nuit. Voilà, Ben Zoma a dit qu'il faut parler du schéma la nuit. Donc, en d'autres termes, les amis, arrive le schéma du matin, vous avez raison. Maintenant, c'est le matin, on s'arrête, on peut faire le schéma. Jusqu'au matin. D'autres disent que ça n'a rien à voir, que historiquement, Elazar ben Azaria n'aura pas répondu ce soir-là, et que juste on en parle ici parce que c'est le même personnage d'avant, et qui fait partie des 5 de Tanaïm d'avant, et comme maintenant lui c'était celui qui va nous apprendre la preuve qu'on doit parler de la sortie d'Égypte la nuit, donc on l'amène dans la suite de la Haggadah. Donc on comprend maintenant pourquoi il y a Amar Rabbi Elazar ben Azar, Rabbi Elazar ben Azar, il vient et il dit, et voilà la phrase qui devient intéressante. Je suis comme quelqu'un de 70 ans. Donc vous connaissez ce commentaire, ça veut dire quoi? Je suis âgé comme quelqu'un de 70 ans. Ça veut rien dire cette phrase. Soit j'ai 70 ans, soit je ne l'ai pas. Ça veut dire quoi? Je suis. Ce que je vous dis là, vous pourrez le prendre dans votre Haggadah en français, vous traduirez, vous verrez, au moins vous aurez l'explication, les subtilités du sujet. Même si vous n'avez pas compris tous les commentaires que je vous donne, l'important c'est de connaître les traductions, connaître les commentaires. Vous verrez qu'il n'y a jamais un cours qui part dans le vide, toujours, il y a toujours quelque chose qui reste. Même si ça a l'air difficile, à la fin vous allez voir que vous allez retenir toujours quelque chose et vous allez pouvoir, le soir du Seder, faire un lien et donc donner un commentaire à table. Je suis comme quelqu'un de 70 ans. Effectivement, la Gemara nous raconte, la Gemara Brachot, vous avez tout étudié, Brachot, elle dit, je suis âgé comme, parce que ce soir-là, j'ai pas 70 ans, j'ai 18 ans. J'ai que 18 ans. Et comme j'ai été nommé jeune, à l'âge de 18 ans, chef du Beddin, c'est une responsabilité. Alors lui, il s'inquiétait. Ce soir-là, il en parlait à sa femme. Il dit, chérie, est-ce que tu crois que demain, je vais être nommé? Est-ce qu'ils vont me respecter? Moi, un petit gamin de 18 ans, on m'a nommé chef du Beddin. T'imagines ce que ça veut dire? Alors la Gemara, on dit que ce soir-là, il a dormi. Le lendemain, il s'est réveillé avec des poils blancs. Il avait une tête d'homme de 70 ans. Et donc il dit, je suis comme âgé. Ce qu'il dit, c'est la Gemara qui raconte. C'est même pas c'est-à-dire qu'il était jeune, mais il donnait l'apparence de quelqu'un de 70 ans. Extraordinaire. Et bon, alors Philippe, c'est pour toi. Le Harizal, il dit la chose suivante. Il dit qu'en réalité, Elazar ben Azaria, c'était la Neshama, donc, pratiquement 1000 ans après, de Shmuel, le prophète Shmuel, le grand prophète Shmuel. Je vous ferai un jour un shiur sur le prophète Shmuel. Et lui, le prophète Shmuel, malheureusement, il a vécu que 52 ans. Il est mort jeune. Il y a des raisons pourquoi, je vous expliquerai pourquoi il est mort jeune. 52 ans, il est mort. Et si on additionne les 52 ans de Shmuel, le prophète Shmuel, et les 18 ans qu'il avait ce jour-là, Elazar ben Azaria, ça fait 70 ans. Donc il dit, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Ça veut dire quoi, comme quelqu'un de 70 ans? En vérité, j'ai 70 ans avec Shmuel le prophète. Parce que j'ai la même neshama. Je suis le Gilgoul du prophète Shmuel. Ça explique pourquoi si jeune, c'est devenu un grand génie. Si jeune, c'est devenu le chef du Beddin. Parce que Elazar ben Azaria, c'était Elazar, c'était spécial. Pas de questions, les amis? Non, pas de questions. Magnifique. Comme il nous reste juste 10 minutes, je vais essayer d'accélérer. Comme ça, on finit ce texte. Le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer, il ramène la marloquette. Quelle est la marloquette fondamentale entre Chachamim, Ben Zoma et Chachamim? Ben Zoma, il dit, Kol Yemechaïcha, le mot Kol, il vient nous apprendre que le jour, et le mot Kol, il vient nous apprendre même la nuit. À l'inverse, Chachamim, il dit pas du tout. Kol, tous les jours de ta vie, ça va nous apprendre ça va nous apprendre ce monde-là, et même quand Mashiach il viendra, on continuera à parler de la sortie d'Égypte. Donc le Ktav Sofer, il dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passera quand Mashiach il viendra? Je vous pose une question simple. Est-ce que Mashiach, ça sera tellement grand qu'on oubliera la sortie d'Égypte ou pas? C'est juste ça le problème. Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach il viendra? D'après les sages, Chachamim, Mashiach, ça sera tellement gigantesque, la sortie d'exil dans laquelle nous sommes, ça sera tellement quelque chose de grand, d'énorme, qu'on oubliera la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ce sera une petite anecdote par rapport à celle de Mashiach. Donc,
il y a un problème ici. Chachamim dit Mashiach, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte parce que le miracle de Mashiach, il sera tellement grand, il sera beaucoup plus grand que l'époque de la sortie d'Égypte. À l'inverse, arrive Benzoma. Benzoma, il dit même, c'est évident, on le sait déjà. On sait déjà comment dire, Benzoma, il dit, c'est un peu subtil, juste accrochez-vous quelques secondes. Il me dit, non, toujours, on parlera de la sortie d'Égypte. Bon, Mashiach, il viendra, ça sera comme la sortie d'Égypte. Donc Benzoma, lui, il dit, comme naturellement, on parlera de la sortie d'Égypte même quand Mashiach il viendra, j'ai pas besoin d'un pasouk pour m'apprendre ça. Je le sais tout seul. Donc comme j'ai pas besoin d'un pasouk pour m'apprendre cette chose-là, le mot kol tous les jours de ta vie, tout, ça vient m'apprendre quoi? La nuit. À l'inverse, les sages, qui eux, les sages, ils pensent que pas du tout. Mashiach il viendra, ça sera tellement grand qu'on n'aura plus l'occasion de parler de la sortie d'Égypte. Donc on aurait pu croire qu'on n'en parle pas. Donc le mot kol, le mot tout, il vient nous apprendre, même quand Mashiach il viendra, on en parlera. Est-ce que je... Bon, c'est intéressant ce point-là, retenez. Voilà. On a une discussion entre les deux pour savoir qu'est-ce qui se passera quand Mashiach il viendra. Je résume. Est-ce que oui ou est-ce que non, on en parlera? Ah, pardonnez-moi. Benzoma, il pense c'est évident qu'on en parlera. Donc, j'ai pas besoin du mot de ce passouk-là pour m'apprendre ça. Le mot kol, le mot tout vient de m'apprendre. La nuit. À l'inverse, l'autre, les sages, ils pensent que la nuit, non. Même moi, je suis d'accord avec vous que la nuit, on doit parler de la sortie d'Égypte. C'est pas le sujet. Mais c'est évident qu'on doit en parler. Le mot tous les jours. Une journée, c'est 24 heures, c'est nuit et jour. Donc, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ce mot kol, ce mot tout pour m'apprendre qu'il faut en parler la nuit. Mais le mot tout, il viendra plutôt quand Mashiach il viendra. Mashiach, ça sera tellement grand qu'on oubliera la sortie d'Égypte. Réponse, même si on oublie, la Torah nous dit kol. Quand Mashiach viendra, on continuera à en parler. J'ai résumé un petit peu différemment, mais j'espère que ça sera plus clair pour tout le monde. Alors, on va avancer un petit peu sur maintenant. Est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria, il était d'accord avec Benzoma? Bien sûr qu'il était d'accord puisqu'il l'amène. Vous savez, ça c'est vrai quand quelqu'un il vient et vous dit ouais, tout le monde pense que ouais, tout le monde pense, toi tu penses et tu penses que tout le monde est d'accord avec toi. Mais c'est toi le premier qui pense cette chose-là. Tout le monde est d'accord avec moi que bon. Alors ici, Elazar ben il amène Benzoma parce qu'il est d'accord avec lui. Il pense qu'il faut en parler la nuit. Seulement, Elazar ben Azaria, il dit comme j'avais 18 ans, j'en ai parlé aux gens. Je suis d'accord avec Benzoma depuis toujours, j'avais réfléchi à ce mot kol, qu'il faut en parler la nuit. Donc faire le CDR et en parler beaucoup. Seulement, moi, je ne suis pas sûr que tout le monde était d'accord avec moi. Jusqu'à que soit Doresh Benzoma. Benzoma, il est venu. Benzoma, il était âgé. Et Benzoma, une fois qu'il a donné ce commentaire sur lequel moi j'ai toujours parlé de ça, alors lui, il est venu, il a appuyé mon avis et c'est lui qui a fait comprendre aux sages que j'ai raison par rapport à la nuit, qu'il faut en parler de la nuit. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a de extraordinaire, Benzoma? Benzoma, c'est celui qui dit, ramène Eliaou Kitov dans sa Haggadah, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, c'est le même qui précise que toujours, on doit Alomène Mikol Adam, apprendre de tout homme. On doit apprendre de chacun. Ça ne néglige pas les gens. Ne crois pas que c'est parce que c'est un jeune, lui, il ne va pas t'apprendre. Le même Benzoma, il apprend en Pirkei Avot. Et Zéhou Chacham, c'est qui le sage? C'est lui qui a Alomène Mikol Adam, qui apprend de tout homme. Donc Benzoma, il vient. Il dit il faut apprendre de tout le monde. Et moi, je suis d'accord avec Elazar ben Azaria. Donc il y en a qui disent qu'en fait, Elazar ben Azaria, il ne dit pas juste Benzoma, j'ai appris de lui, mais j'ai pensé comme lui, et lui, il a confirmé ce que j'ai dit. En d'autres termes, ils ont été d'accord ensemble et ils ont fait pencher la balance. Et les sages, en fin de compte, ont été d'accord avec Benzoma. Et ils ont cédé pour expliquer comme Benzoma. Alors, une fois qu'on a compris ce paragraphe, on va comprendre la suite. Vous avez votre Haggadah. Alors, vous lisez Baruch Hamakom Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël Baruch Hu. Ça veut dire béni soit. Je traduis littéralement et après on rentre dans les commentaires. Quelle heure est-il? Vraiment, on va essayer de faire ça en 7 minutes. Baruch Hamakom. Béni soit Makom. C'est qui Makom? Dieu. L'endroit. En hébreu, Makom, c'est l'endroit. Mais sachez, Makom, on l'appelle souvent Dieu. D'accord? C'est le prénom de Dieu. Baruch Hu, béni soit-il. Deuxième chose. Baruch Shenatan Torah La'amo Israël. Béni soit celui qui a donné la Torah au peuple juif. Baruch Hu, béni soit-il. On a 4 fois Baruch. Ces 4 Baruch, bien évidemment, ils font référence aux 4 enfants qui vont venir juste après. Donc ici, sachez que la Haggadah,
le lien avec le sujet d'avant, c'est comme on doit parler beaucoup de la sortie d'Égypte, on a la preuve de Elazar ben Azaria, et on doit en parler même la nuit. Alors maintenant, parlons-en. Ah, vous voulez qu'on en parle? On va en parler. Moi, à ma table, là, j'ai 4 personnes. J'ai 4 enfants différents. J'ai 4 caractères. J'ai 4 sortes de questions qui peuvent se diviser par des milliers de questions. Mais voilà, j'ai 4 sortes d'enfants qui sont là. Vous voulez qu'on en parle? Alors, on va en parler. Allons-y, les amis. J'ai un rachat, j'ai un chacham, j'ai un tam et j'ai un noïd à l'échelle. J'ai un sage, un voyou, un simple et est-ce quelqu'un qui ne sait pas poser de questions? Et voilà les 4 qui sont là. Voilà les 4 qui vont me poser des questions et je vais en parler avec chacun pour essayer de répondre aux questions de chacun le soir du CDR. Donc, Baruch, les 4 Baruch que vous voyez là, c'est un petit clin d'œil aux 4 enfants qui vont arriver. Si vous me demandez lesquels font référence à quoi, je peux vous répondre aussi. Mais comme je réponds même aux questions que vous ne me demandez pas, parce que je ne vois pas je vois pas les petits pouces là comme ça se lever. Alors, le premier Baruch Hamakom, béni soit l'endroit. Bakom, figurez-vous, ça fait référence au rachat. Parce qu'on lui rappelle, Dieu c'est le Makom du monde. Mais comme Shel Olam. Dieu, il est. Ah, il y a un monsieur qui lève une main. Je ne sais pas si c'est pour se filmer ou juste parce qu'il a une question. Désolé. Bon, j'ai pas vu. Voilà. Baruch Hamakom, béni soit l'endroit. Alors, ça veut dire quoi, Hamakom? Ah, voilà, c'est ce monsieur-là, ce tzaddik. Mais où est-il? Où se cache-t-il? Vous avez une question? Je ne vous entends pas, monsieur. Bon, désolé. GG, il faudrait que tu gères ça. Il y a un monsieur. Oui, qui veut poser une question? Depuis tout à l'heure, il attend avec la main levée. Là, je le vois depuis tout à l'heure avec un doigt extraordinaire. Il Ah crie. oui, ben oui, d'accord. Alors on va tout de Et- suite lui donner la parole, il n'y a pas de problème. C'est... Voilà, Ouais. Mais non, allez-y, moi, quand je fais côté gauche, ça me fait allez-y. pas ça du tout. Oui, On vous entend, hein, c'est vous parler. Rudy qui veut parler? C'est Rudy, c'est ça? C'est Rudy qui veut parler? Il y a un monsieur avec des lunettes magnifiques. Un jeune Côté homme gauche en haut? qui donne l'impression d'avoir 70 ans, mais il a 18 ans probablement. Bon, Kapara. Les amis, on continue. Alors, je reste avec moi, on avance, il nous reste 5 minutes, on conclut. Alors les amis, restez avec moi, on va conclure. C'est très important. Les 4 Baruch. Baruch Hamakom, le premier Makom, ça fait référence au futur rachat qu'on verra, que sache que même si c'est un rachat, il sort jamais du Olam, du monde. Et le monde, il est Dieu. Makom, Dieu, on l'appelle le Mekomo Shel Olam, l'endroit du monde, c'est lui qui dirige le monde. Donc ici, le premier Baruch, c'est un clin d'œil au rachat. Que quand bien même aujourd'hui c'est un rachat, au fur et à mesure de la Haggadah, on va lui parler, on va répondre à ses questions, on va l'amener à la connaissance de Dieu. Le deuxième Baruchou, béni soit-il, c'est celui qui suit. C'est le jumeau du rachat. C'est qui? C'est qui le jumeau du rachat? C'est celui qui est Eno Yodé Alishol, qui ne s'est pas posé de questions. Le Baruchou, béni soit-il. Il ne s'est pas posé, il ne pose jamais rien, il est comme ça dans son coin, il est BPR, il ne pose pas de questions, c'est un problème. On a dit, il faut poser des questions. On sait qu'on est en vie quand on pose des questions. Baruch Shenatan Torah l'amo Israël, béni soit-il celui qui a donné la Torah au peuple juif. C'est qui celui-là? Le Chacham. Il a le mot, il a donné la Torah au peuple juif. Et le Baruchou, le béni soit-il, le quatrième Baruch, c'est le fameux jumeau du Chacham. C'est qui le jumeau du Chacham? Son petit frère qui est toujours collé à lui, c'est le Tam. C'est l'enfant simple qui est là, qui pose des petites questions simples. Mais il est là, il pose des questions, c'est pas mal déjà. Il y en a qui disent, vous saurez, ça c'est un truc très important, que ces 4 Baruch-là, à l'origine, en fait, c'était quoi qui se passait? Il y en avait un qui lisait la Haggadah. Et celui qui lisait la Haggadah, on dit, il lisait, et il lisait pour tout le monde. Donc il commençait en disant Baruch Hamakom. Attends, il est venu, donc il commence à faire. Il fait une bracha pour Dieu. Béni soit Dieu. Tout le monde répondait Baruchou, béni soit-il. En fait, c'est les gens qui répondaient Baruchou. Baruch Shenatan Torah l'amo Israël. Béni soit celui qui a donné la Torah au peuple juif. Tout le monde répondait Baruchou, béni soit-il. Donc les deux Baruchou, c'est juste une réponse des gens qui écoutaient la Haggadah, de celui qui lisait. Comme c'est une introduction aux questions, donc voilà nos 4 Arba Abanim. Donc la Torah elle va dire il y a 4 enfants. Bon, avant de conclure sur les 4 enfants, parce que ça c'est un sujet extraordinaire, j'aurais voulu étudier une prochaine fois, mais là on en reparlera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je conclurai avec les 4 Baruch. Baruch Hamakom, on fait c'est quoi ces 4 Baruch? On dit ça fait référence aux 4 louanges qu'on fait à Dieu par rapport au fait d'avoir reçu la Torah. La Torah, c'est Baruch Hamakom, l'endroit où a été donnée la Torah. L'endroit où a été donnée la Torah, c'est au mont Sinaï. Donc on remercie Dieu, Baruch Hamakom, de nous avoir donné la Torah au mont Sinaï. Le Sinaï, c'est un endroit kadosh, un endroit saint, qui nous a extirpé de toute notre impureté qu'on avait quand on était en Égypte. Et grâce à ça, Makom est égal 780 Aïn, l'œil. Voilà ce que dit notre ami Philippe.
Mais voilà, il faudrait qu'il développe, mais une prochaine fois si tu veux. Alors, Baruch HaMakom, béni soit l'endroit, donc c'est Dieu, Baruch HaMakom. Et donc, on remercie, pardonnez-moi, l'endroit, la Torah, le mont Sinaï, parce que c'est un endroit kadosh qui nous a extirpés de notre impureté dans lequel on était en Égypte. Le deuxième, on ne remercie pas l'endroit, on remercie le donneur. Baruch Hu, béni soit-il. Le donneur, c'est qui? C'est Dieu. On remercie Dieu de nous avoir donné la Torah. Le troisième, Baruch Shenatan Torah Lahamo Israël. On bénit qui? Le receveur. Celui à qui on donne la Torah. C'est qui à qui on donne la Torah? Le peuple juif. Il a accepté cette Torah. Baruch Shenatan Torah Lahamo Israël. Israël. Donc lui, il a reçu la Torah. Et enfin, le quatrième, Baruch Hu, béni soit-il, c'est qui? On remercie ici. Pardonnez-moi, je me suis trompé sur le Baruch Shenatan. Celui qui a donné la Torah, c'est qui? C'est la Torah elle-même. La Torah qui s'est donnée. On remercie, on bénit la Torah qui s'est donnée au peuple juif. La Torah, elle était là-haut, tranquille. C'est le sujet des anges, le sujet de Dieu, et elle décide de donner, rentrer au peuple juif. Donc on remercie la Torah. C'est le sujet qui est donné. Et enfin, on remercie celui qui reçoit la Torah, Baruch Hu, béni soit-il, le peuple juif, d'avoir reçu la Torah. Alors, maintenant qu'on a cette introduction aux questions, rappelez-vous, on dit, parlons. On est là, vous voulez qu'on parle de la Torah et des mitzvot, vous voulez qu'on pose des questions, vous voulez qu'on reste toute la nuit. Alors on va en parler. On a le cas enfants. Mais avant de parler, c'est la parole aux cas enfants, on leur dit, il y a 4 baruch, il y a 4 bénis. On commence à bénir Dieu, et chacun dit, bénis Dieu, baruch hu, baruch, celui qui a donné la Torah, baruch hu. Et ensuite, on avance, et on dit, keneged arba banim dibra Torah. La Torah, elle a parlé par rapport à 4 enfants. Donc, en fait, on va réveiller les enfants. Voilà les 4 enfants. Vous êtes là, vous êtes présents, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, peu importe. On a chacun un enfant, ou si on n'a pas d'enfant, rappelez-vous ce qu'on a dit. Quelqu'un il doit se poser les questions à lui-même. Parce que même si on n'a pas 4 enfants, peut-être que nous, on est un de ces 4 enfants. Donc on doit se poser la question Manishtana, les 4 questions qui font référence aux 4 enfants, on doit se les poser à nous-mêmes. Parce qu'on peut être un de ces enfants. Donc on dit, sachez que la Torah, elle parle. Alors je suis avec vous la suite de la Haggadah. Keneged arba banim dibra Torah. La Torah, elle parle de 4 enfants. Echad Racham, il y a un sage, c'est les mots de la Haggadah. Vechad Racha, il y a un voyou. Vechad Tam, il y a un enfant simple. Pardonnez-moi, Vechad Sheno Idali, il y en a un qui ne s'est pas posé de questions. Donc on a nos 4 enfants. Ces 4 enfants ne sont pas inventés. Quand on dit la Torah parle de 4 enfants, ils existent vraiment. Si vous me demandez où est-ce qu'ils existent, où est-ce qu'ils apparaissent, ben, je vous réponds tout de suite. Dans Shemot, Perek Yudbet, le passage qui dit quand Veaya, ki yomru alechem benechem, lorsque vos enfants vous diront, ma avoda azot lachem, quel est ce travail pour vous? Voilà ce que le verset dit. Le verset dit, lorsque vos enfants vous diront, quel est ce travail pour vous? Alors vous à Martin, mais vous direz nanana. Donc ça veut dire qu'ici on a une question des enfants. Le mot enfant apparaît. Vos enfants vous diront, quel est ce travail pour vous? Et le mot pour vous, il est méchant. Hein. Quel est ce travail pour vous? C'est comme l'enfant qui dit, ah, vous me saoulez, vous mes parents, toujours les mêmes, vous là. C'est quelqu'un qui dit vous là, qui s'exclut. On dit, il n'est pas avec nous. Donc ce premier passage qu'on dit, vos enfants vous diront quel est ce travail pour vous, c'est le rachat. Il y a un autre passage, pas au même endroit, bien sûr. Dans Shemot Perek Yud Gimel, un Perek après, pas loin, mais un Perek après, dans un autre contexte, il écrit Veigata Levincha, tu raconteras à ton fils, Bayom Aou, ce jour-là, tu raconteras à ton fils. Tiens, bizarre, il n'y a pas écrit. Et quand tes enfants te questionneront et te demanderont, il y a juste écrit tu raconteras à ton fils. Donc tu parleras à qui? Bah, celui qui ne sait pas parler, celui qui ne s'est pas posé de questions, qui lance son poing comme ça, il ne dit pas un mot, il a l'air gentil, hein, il est mignon, tout va bien, mais il ne pose pas de questions. Eh ben, tu dois aussi lui parler à lui, tu ne dois pas l'oublier. Donc tu lui diras et tu raconteras à ton fils. D'ailleurs, entre guillemets, sachez que le mot Agada, il est basé sur ce passage Veigata, tu raconteras à ton fils. Donc c'est important des fois que souvent on a des gens qui ne posent pas de questions. Et un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est de ne pas poser de questions. Ça veut dire, je ne parle pas à vous bien sûr, je dis que juste que ne pas poser de questions dans la vie, ne pas se poser des questions, c'est un moment où on s'endort et on croit que c'est bien bon. J'encaisse tout ce qu'on me dit dans la Torah, dans le judaïsme. Non, c'est pas bon. Il faut se poser des questions. C'est en se posant des questions qu'on crée comme un antivirus. Hein, on crée des anticorps parce qu'on se pose des questions et donc on va créer des réponses. Mais dire, bon, je fais parce que je dois le faire, parce que mon père, tout le monde a toujours fait, c'est pas bon. Il faut se poser des questions. Et le mot Agada, il vient à celui qui ne s'est pas posé de questions. Donc, tu raconteras à ton fils, celui qui ne s'est pas posé de questions. Dans le même Perek Shemot, mais encore dans un autre contexte, 3-4 psukim après, il y a écrit Veaya ki ishtalcha vincha, lorsque ton fils te questionnera, et il te dira Mazot, qu'est-ce que cela? Mazot. Vea Martha est là, tu lui diras, nous sommes sortis d'Égypte avec une main forte. Donc tu vois là,
ton fils te questionnera, il te dira qu'est-ce que cela? C'est une question toute bête, qu'est-ce, c'est quoi ça? Le mazot, c'est la question de l'enfant simple. Mazot, qu'est-ce que cela? Donc on a un troisième enfant. Dans le Sefer Devarim, donc Chumash Devarim, on a le 5e livre de la Torah, rien à voir pour le coup. Un autre contexte, une autre histoire. Moshe Rabbeinu, il fait son testament pratiquement, et il écrit Ki shalcha vincha, lorsque ton fils te questionnera. Donc il reprend à peu près les mots de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il dit lorsque ton fils te questionnera, il te demandera Ma edot ve'achukim ve'amishpatim. C'est quoi ces dot? C'est quoi ces chukim? C'est quoi ces mishpatim? C'est quoi toutes ces lois, ces décrets, etc. Asher tiva Hashem Elokeinu, que Dieu nous a ordonné. Il nous a ordonné, les amis, retenez bien ça. Donc le type, il pose des bonnes questions. Il dit c'est quoi la différence? Edot, Chugim, Mishpatim. Il dit que Dieu nous a ordonné, donc il s'inclut avec le klal. Pour lui, c'est un juif comme tout le monde. Ça, c'est la question du Chacham, c'est la question du sage. Donc voilà, je vous ai juste montré, je vous ai mis que ces 4 questions, elles existent dans le texte. Et donc la Haggadah, qui vient bien sûr après le Chumash, la Haggadah, c'est une histoire c'est un récit qui est repris donc de l'histoire du Chumash. Donc là, il y a 4 enfants, voilà la preuve que je vous ai dit dans les commentaires, de 4 sortes d'enfants différents, et pourtant on doit s'adapter à chacun des enfants et poser des questions, répondre aux questions de tout le monde. Prochain cours, si Dieu veut, les amis, on discutera ensemble, on expliquera les 4 questions. C'est quoi ces 4 questions? Et surtout, pourquoi écrire Chat Chacham? Il y a un sage et un rachat, un sage et un voyou. Je vous répondrai la prochaine fois à cette question. Pourquoi on met le sage en premier? Si je viens de vous prouver par A plus B que le sage, il est écrit, sa question du sage, elle est écrite dans Devarim. Donc elle est écrite dans la 4e question. C'est le 4e enfant qui apparaît dans la Torah. Et pourtant, dans la Haggadah, on dit Echat Chacham, il y a un sage. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi pas? Bon, ça arrive d'un désordre. Oui, mais le problème, c'est qu'après, on met le rachat en 2e. Et il y a un sage et il y a un rachat. Dans ce cas-là, pourquoi on met le rachat en 2e? Le rachat, apparemment, il n'est pas en 2e. Dans le Chumash, il est où le rachat? Dans les psukim que je vous ai récités tout à l'heure, il est en 1er et on le met en 2e. Donc la Haggadah a décidé de mettre les 4 enfants, pas dans l'ordre dans lequel chronologique de la Torah. C'est très bizarre, on ne sait pas pourquoi. Et si Dieu veut, je vous répondrai. Je vous répondrai aussi pourquoi il écrit Echad Chacham, il y a un sage. Vechad Racha, il y a un rachat. Pourquoi on ne dit pas il y a un sage, un voyou? Pourquoi on ne dit pas tout simplement voilà nos 4 enfants, le sage, le rachat, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions? Pourquoi on n'enchaîne pas? Pourquoi on a dire il y en a un, et un, et un, et un? C'est bon, enchaîne. On expliquera chaque chose, on expliquera les 4 questions qui font référence aux 4 questions qu'on verra du Manishtana. Donc on a 4 enfants qui vont poser 4 questions, et tout ça on verra si Dieu veut une prochaine fois. Les amis, je vous souhaite, je sais que c'était difficile pour vous de venir étudier, c'était le CEDER, vous êtes en préparation à Pessah, et c'était difficile, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai poussé le shiur à lundi et pas à mardi, parce que justement je me suis dit que demain la bdika ça allait être la kata, mais en tout cas, quoi qu'il, je vous donne rendez-vous très prochainement, pas jeudi soir non plus, mais mardi soir, même si c'est Chol HaMoed, si on peut, on se réunit tous et on continue à étudier. Si ce n'est pas la Haggadah, ça sera au moins le sujet de Pessah et d'autres sujets avec ces réponses aux 4 enfants, même si, quoi qu'il arrive, je reviendrai sur les 4 questions et on continuera à développer le sujet de Pessah. Chers amis, je vous souhaite Pessah Kasher et Sameach à tous. J'ai juste mon ami Philippe qui conclut avec une petite remarque, et je vais vous lire sa remarque. Et il dit, parce qu'on est les 4, il parlait pourquoi Macom est égal à 780 Aïn, il dit parce qu'on est les 4, et on ne peut pas, par rapport à soi, se maintenir au niveau du sage. Ok. La maskil Yavin. Chers amis, je vous souhaite Pessah Kasher et Sameach, un bon Pessah à tous, et n'hésitez pas à venir étudier très souvent. Merci beaucoup. Merci Torah Zoom, merci notre cher GG. Bye.